On plaisantait sur la Terre lors des premiers cycles. La convergence galactique avait envoyé des transmissions, des émissaires et des diplomates vers le système solaire pendant plus de 300 ans. Certains disaient que les humains étaient trop primitifs, d'autres qu'ils s'étaient anéantis par la stupidité nucléaire. La plupart s'en fichaient. La Terre n'avait jamais participé à un seul sommet galactique, jamais répondu à une seule balise. La Terre ne s'était jamais présentée à un seul sommet galactique, jamais répondu à une seule balise. Pour l'espèce dirigeante du Conseil galactique, l'humanité n'était qu'une simple note de bas de page sur la longue liste des races en voie d'extinction, jusqu'à ce que le ciel change. Le commandant Tal, du domaine Vornari, observait la limite de la zone d'expansion terrienne depuis le pont de commandement du Nimari ascendant, un croiseur de guerre de classe escorte, stationné près d'un groupe de porte neutres. C'était une mission fastidieuse. 6 années standards de patrouille dans l'espace mort entre les routes commerciales, évitant les pirates et les vestiges d'IA rebelles. Mais aujourd'hui, quelque chose scintilla. Monsieur, dit son officier de communication, les yeux écarquillés, les antennes frémissantes. De nouvelles signatures gravitationnelles, des dizaines, pas des centaines. Elles sont toutes codées par des humains. Tal se retourna, son deuxième cœur s'arrêtant un demi-battement. Répétez ça. L'officier se pencha en avant, vérifiant 3 fois les relevés. Désignation de vaisseaux terrestres, monsieur. Ils ont des empreintes de moteurs gravées au sol, et ils ne se cachent pas. En fait, ils émettaient, pas avec des mots, pas avec un appel désespéré à rejoindre la communauté galactique, pas avec une musique terrienne ancienne ou des bannières de paix pleines d'espoir. Ils diffusaient le silence et le mouvement. Les vaisseaux étaient vastes, noirs et marqués comme s'ils avaient été forgés lors de guerres oubliées. Ils se sont postés sur 1000 frontières connues de systèmes, chacun flottant silencieusement, tourné vers l'extérieur, en attente. Chaque gouvernement a reçu la même quantité de données en quelques secondes. Ce n'était pas une menace, c'était un rappel. Le fichier contenait des images d'atrocités passées, des séquences de races galactiques asservissant des humains lors des premières missions de reconnaissance, des vivisections secrètes, des installations de recherche qui avaient capturé les premiers astronautes de la Terre et les avaient qualifiés de formes de vie intellectuellement limitées. Expériences, moqueries et exécutions, toutes documentées, toutes horodatées. Aucun gouvernement ne l'avait admis. Ils pensaient que la Terre n'était pas au courant. Ils pensaient qu'elle était trop petite, trop silencieuse. Mais l'humanité avait écouté, observé, construit. Une transmission suivit enfin. Seulement 4 mots, en standard terrien, traduits dans toutes les langues galactiques avec une précision mortelle. Nous avons manqué les réunions. Le Conseil galactique a convoqué un sommet d'urgence. Toutes les espèces n'ont pas pu arriver à temps. En 24 heures, 2 avant-postes périphériques ont été réduits en cendres flottantes. Pas de déclaration de guerre officielle, pas de communication, juste une incinération par des tiges cinétiques orbitales qui ont creusé des cratères si profonds qu'ils ont percé le cœur des planètes. Au moment où le Conseil lança une demande formelle de négociation, la Terre avait déjà verrouillé tous les trous de verre connus qu'elle ne contrôlait pas. Les routes commerciales furent gelées, les chaînes d'approvisionnement fissurées, la panique commença à gagner les colonies extérieures. Mais la Terre ne se pressait pas. Elle était calme, méthodique, tel un prédateur traversant une forêt de proies qui avait oublié à quoi ressemblaient ses crocs. Sur Mars, sous les vieux dômes de guerre, le général Nathan Hale observait le chaos galactique se dérouler depuis un bunker de commandement renforcé. Son visage était ridé, durci par 30 ans de préparation silencieuse. Sa voix était rauque lorsqu'il parla enfin. « Nous leur avons donné toutes les chances », dit-il en se tournant vers le mur d'écran. « Maintenant, ils apprendront le prix d'ignorer une espèce qui n'a jamais demandé de siège parce que nous sommes revenus pour renverser la situation. » Pas d'applaudissements, pas de drapeaux, pas d'hymne, juste une froide résolution et une flotte de 1000 vaisseaux de guerre noire qui ne clignent pas des yeux. La Terre avait manqué les réunions, mais maintenant c'était au tour de tous les autres d'écouter. Le général Nathan Hale était assis seul dans la salle de commandement du Bastion 9, une forteresse noire enfouie sous les sables rouges de Mars. À la surface, les tempêtes de poussière hurlaient, mais sous terre, le silence était pesant, celui qui n'arrive qu'après des décennies d'attente. Il n'était pas fait pour la diplomatie. Il avait appuyé sur la gâchette bien avant de signer des traités. Ses yeux avaient vu des escadrons entiers périr sous le feu orbital, attendant des renforts qui n'étaient jamais venus, des renforts qui n'avaient jamais existé. La Terre n'avait pas seulement été ignorée, elle avait été trahie. Tout avait commencé des siècles plus tôt,
à l'ère de l'exploration. Lorsque le fragile vaisseau spatial terrestre avait trébuché sur la carte galactique, l'espèce n'était pas venue avec le feu. Ils arrivèrent avec curiosité, des canaux ouverts et des mains tendues, et ils furent accueillis, un temps. Hal se souvint des vieux enregistrements, des émissions pleines d'espoir, des premiers ambassadeurs humains, nerveux mais fiers. Les images d'eux debout dans d'imposantes salles extraterrestres, entourés de races souriantes, leurs dents pointues et leurs yeux brillants. Puis les expériences commencèrent. Discrète au début, un vaisseau de colonisation humaine disparut, imputé à une éruption solaire. Un vaisseau scientifique envoya un signal brouillé, évoquant un premier contact raté. Puis vinrent les aveux. L'un des scientifiques extraterrestres transfuges avait introduit clandestinement une puce de données à travers l'atmosphère polluée de Titan. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de dossiers, de prisonniers humains disséqués vivants, de scanners cérébraux jugés instables mais prometteurs, d'extraterrestres rieurs posant à côté de cages. Pire encore, les gouvernements du Conseil galactique étaient au courant, non seulement au courant, mais avaient même approuvé ces recherches clandestines, parce que les humains étaient trop émotifs, trop instables, trop jeunes pour la table. Alors la Terre partit, discrètement, coupa ses transmissions, désactiva son noyau diplomatique. Faut-il feindre une faiblesse, que la galaxie oublie, et pendant qu'il se moquait, la Terre se préparait. Le terminal de commande de Nathan Hale clignota, signal entrant du périmètre extérieur de l'astéroïde. « Montrez-moi », grommela-t-il. Une fenêtre holographique s'ouvrit, révélant un homme buriné, au visage balafré, à bord de l'un des cuirassés sentinelles extérieurs. « Commandant Bishop, au rapport, monsieur », dit l'homme d'une voix froide et saccadée. Bordure extérieure confirmée. 6 drones-sondes du Conseil détruits. Aucun mouvement pour l'instant. Hale plissa les yeux. Ont-ils reçu un signal? Négatif. Nos brouilleurs sont arrivés les premiers. Aucune trace. À leur connaissance, les drones ont disparu. Bien. La guerre n'avait pas encore officiellement commencé, mais la guerre n'était pas une question de déclaration. C'était une question d'élan, de contrôle, de terreur. Ils nous testent, ajouta Bishop, pour voir jusqu'où nous irons avant de cligner des yeux. Hal laissa le silence s'installer. Puis il dit « Nous ne clignerons pas des yeux ». Bishop hocha la tête sèchement. « À l'ordre, monsieur. Brûlez toutes les sondes. Laissez-en une intacte. Laissez-la revenir avec notre message. » Quel message? Hale se pencha en avant, le regard dur. Que la Terre ne négocie pas avec les lâches qui dissèquent nos enfants. Bishop serra les mâchoires. « Oui, monsieur. » L'écran s'éteignit. De retour sur Terre, au plus profond du sous-niveau 13, sous la crête des Appalaches, un homme nommé Merrick arpentait des rangées de cercueils cryogéniques. Chacun avait un nom, un grade, une raison. Il n'était pas militaire, pas exactement. Il était issu de Black Echo, un programme techniquement inexistant, génétiquement amélioré, entraîné dès l'âge de 7 ans, oublié par la plupart des gouvernements, lorsque la Terre a disparu du réseau diplomatique. Merrick et les hommes, comme lui, avaient passé leur vie dans le froid, attendant le jour où quelqu'un donnerait l'ordre. Ce mot avait été prononcé 2 jours plus tôt. Réveiller la Légion. Les couloirs résonnaient désormais du sifflement des chars en train de dégeler. Chaque homme à l'intérieur avait un souvenir de ce qui avait été fait à la Terre. Certains l'avaient vu de leurs propres yeux. Des frères enlevés lors de missions d'entraînement extraterrestres, ramenés sous forme de viande. D'autres avaient simplement été dictés, transformés par la douleur en armes, avec un seul but, faites regretter à la galaxie d'avoir oublié la Terre. État d'avancement, appela Merrick. Une technicienne en manteau gris leva les yeux de sa console. 37 unités actives, synchronisation neuronale complète dans les limites. L'indice de rage est plus élevé que prévu. Bien, marmonna Merrick. Nous voulons qu'ils soient en colère. Mais ne les laissez pas s'embraser trop vite. Ces hommes dormaient depuis des années, dit-elle. Tu es sûr qu'ils sont prêts? Merrick fixa les rangées de soldats qui s'agitaient lentement. Ils étaient prêts depuis le jour où la galaxie avait craché sur leur drapeau. La sonde revint 3 jours plus tard. Elle entra péniblement dans une zone neutre gardée par le Conseil, sa coque fondue, la moitié de ses capteurs manquants. Mais elle diffusa une boucle. Pas une voix, pas un ultimatum, juste des images. Images du réveil de la Légion terrienne. Des plateformes de guerre orbitales s'illuminant autour de l'une autrefois considérée comme inhabitée. D'énormes cuirassés cachés sous des champs d'astéroïdes, s'élevant tels des serpents noirs. Et puis un dernier plan. Une immense plateforme à canon en orbite près de la planète morte de Callisto, son canon rougeoyant,
Un horodatage en dessous indiquant 72 heures. Le message était clair. 72 heures. Le message était clair. La Terre avait offert à la galaxie 3 siècles de silence. Elle allait maintenant leur infliger 3 jours de terreur. Sur la planète capitale de Seren Prime, le Conseil galactique se réunit dans le chaos. Les ambassadeurs s'interpellaient. Des hologrammes clignotaient, affichant des avertissements rouges. Des armées étaient mobilisées, des flottes déployées, mais derrière des portes closes, ils se disputaient, non pas pour savoir comment arrêter la Terre, mais pour savoir s'ils en étaient capables. Nous les avons sous-estimés, siffla le ministre Vorquin du combinat Drixel. Nous les pensions finis. Au lieu de cela, ils ont construit des machines de guerre dans l'ombre. Les humains ont toujours été instables, cracha un diplomate. Ils engendrent le conflit. Leur espèce est rongée par le désir de vengeance. Devons-nous demander la paix? Chuchota un autre, un Yandrer à la peau verte. Offrir des réparations? Nous les avons violés. Non, dit froidement Vorkan. Ce serait une preuve de faiblesse. Nous devons frapper les premiers. Et s'ils frappent plus fort? Le silence qui suivit en dit long. De retour sur Mars, Hale examinait de vieux dossiers, ceux qu'il ne fallait plus revoir. L'une d'elles montrait une fillette de 12 ans dans un bassin de rétention, flottant dans un liquide vert, les yeux écarquillés, la bouche ouverte dans un cri silencieux. Un humain, capturé lors d'un programme de sensibilisation planétaire, torturé pour des raisons scientifiques, catalogué, renvoyé. Une autre montrait un groupe d'humains promenés dans les rues d'un monde du Conseil, nus, battus, des pancartes pendues au cou. Espèce inapte. La galaxie avait tourné la page, les avait dissimulés, fin d'oublier. Mais la Terre, elle, n'oubliait pas. Et les hommes comme Hale? Ils ne pardonnaient pas. Il ouvrit un canal privé. Merrick apparut à l'écran. « On entre en 48, dit Hale. Statut? La voix de Merrick était basse. La Légion est en feu. Les scanners psychiques montrent un confinement à 94%. Ils veulent du sang. Dis-leur qu'ils l'auront. Des cibles? Les yeux de Hale se plissèrent les laboratoires sur Dravak 9, ceux qui ont commencé le trafic d'organes. Je veux qu'ils soient effacés, pas conquis, pas occupés. Parti Merrick ne sourit pas. Mais sa voix changea légèrement. Considérez que c'est fait. Cette nuit-là, Bishop se tenait sur le pont de l'Oblivion Pike, regardant les étoiles défiler. Sa main reposait sur la rambarde, ses doigts parcourant les vieux noms gravés dessus. L'équipage d'un ancien cargo terrien, massacré lors des essais de premier contact. Personne n'a jamais retrouvé leur corps, juste des fragments, des morceaux. L'un d'eux était Elias Bishop, son frère. La galaxie avait commis l'erreur non seulement d'ignorer la Terre, mais de la blesser. Cette blessure avait fait germer des hommes comme Bishop, Merrick et Hale. Des hommes qui ne voulaient plus de paix. Merrick et Hale. Des hommes qui ne voulaient plus de paix. Des hommes pour qui seule la justice était payée par le feu. Il se tourna vers son second. Amenez-nous à portée de l'anneau Draxil. Approche discrète. Ciblez les satellites de communication. Frappe douce, nombre de coups durs, puis frappez fort. Qu'ils entendent la réponse de la Terre. L'officier hocha la tête et passa à l'exécution. Alors que Bishop se tournait vers les étoiles, une voix douce résonna dans son esprit. Ses frères, d'après une lettre envoyée avant sa mort, ils se prennent pour des dieux. Fais-les saigner comme des hommes. La première frappe survint sans prévenir. La légion de Merrick s'abattit sur Dravak 9 telle une mort noire. Des vaisseaux de débarquement camouflés fendirent l'atmosphère. Les troupes de choc se sont mises au travail sans déclaration ni discours. L'opération a duré moins d'1 heure. Les laboratoires ont brûlé. Les scientifiques, exécutés. Les soldats du Conseil, on leur a donné une seule chance de déposer les armes. Ils ne l'ont pas fait. La Terre leur a donc montré comment les terriens se battent. Plus tard, lorsque le Conseil a visionné les images, il a été stupéfait. Ce n'étaient pas des foules en colère. C'étaient des soldats entraînés, coordonnés. Ce n'étaient pas des foules en colère. C'étaient des soldats entraînés, coordonnés, calculés, efficaces, et ils ne faisaient pas de prisonniers. Un seul message fut retrouvé, gravé sur le flanc des ruines du complexe. Tel était le prix du silence. La Terre ne voulait pas de conquête. Elle se fichait de territoire ou de tribus. Elle voulait quelque chose de plus profond. Révérence, peur, respect forgé dans la douleur. Et maintenant, pour la première fois dans l'histoire galactique, les autres races comprirent quelque chose d'effrayant. Les humains n'étaient pas restés silencieux par faiblesse. Ils étaient restés silencieux parce qu'ils attendaient le moment où ils seraient prêts. Maintenant,
Ce moment était arrivé. Et la Terre avait placé 1000 avertissements au-dessus de chaque monde du Conseil. Pas des vaisseaux de paix, mais des pierres tombales. Le Conseil l'appela Opération Rédemption, une flotte combinée de 70-12 navires de guerre de 11 espèces, commandée par l'amiral Coride de l'Empire ardent, un tacticien à 3 yeux dont la lignée était imprégnée de victoire. Son espèce avait brisé des rébellions planétaires grâce à des frappes de précision pendant des siècles. Ce n'était pas seulement un général, c'était une légende, et maintenant, il allait rappeler à la Terre sa place. Le plan était simple, attaquer les colonies extérieures, forcer la retraite, puis ouvrir des négociations en position de force. Korat se tenait debout sur le pont de la plaie de la dévotion, d'une voix douce et froide, s'adressant aux dirigeants du Conseil par hologramme. Les humains sont devenus arrogants dans l'isolement, mais ils sont fracturés. Ils ont perdu le contact avec l'évolution de la galaxie. Nous leur rappellerons qu'ils sont encore une espèce mineure. Les membres du Conseil hochèrent la tête avec une confiance forcée. Personne ne voulait admettre sa peur. La terre les avait ébranlés, mais leur fierté d'antan subsistait. Nous devons les frapper vite et fort, poursuivit Korat. Ciblez les anneaux de ravitaillement extérieur, détruisez leurs relais de communication, rendez leurs machines de guerre sourdes et aveugles. Et s'ils ripostent demanda Vorkan. Korat esquissa un léger sourire. Ils n'en auront pas l'occasion. La flotte du Conseil se déplaçait avec une précision mécanique et rapide. Des dizaines de vaisseaux, dissimulés et scintillants, apparurent dans l'espace sombre autour des colonies d'astéroïdes de l'accord miniétérien, la voie d'approvisionnement la plus vulnérable de la Terre. Mais ils s'attendaient à des drones de ressources et à des transports civils. Ce qu'ils découvrirent fut la mort. La première flotte traversa le dévers de Périgos, un champ de débris laissé par un effondrement minier il y a des décennies. C'était le lieu idéal pour une embuscade, et la Terre le savait. Alors que la flotte manœuvrait à travers les décombres denses, des centaines de signatures thermiques dormantes s'allumèrent soudain. Ce n'étaient pas des rochers, c'étaient des mines, chacune chargée d'ogives gravitationnelles et d'éclats suffisamment denses pour fendre des vaisseaux capitaux en deux. Lorsque les scanners de Corite détectèrent la vague de chaleur, la première explosion avait déjà traversé le flanc du projectile Athénari. Un croiseur de combat Arcane. Il se fendit comme du papier, son moteur explosa, projetant des débris enflammés sur 2 vaisseaux d'escorte à proximité. Les communications s'illuminèrent de cris, saintes, puis le silence, puis la voix. Humain, communication, mal, diffusés directement sur la passerelle de chaque vaisseau du Conseil. Vous êtes venus à notre frontière en pensant que nous allions fuir. Vous aviez tort. Bienvenue dans la version terrestre de la diplomatie. Korat serra les mâchoires. Formez un périmètre défensif, lança-t-il. Levez vos boucliers, tirez à volonté. Mais il n'y avait rien à tirer. Les mines avaient disparu et les humains avaient disparu. Pas un seul vaisseau de guerre en vue, seulement les fantômes de la destruction, flottant silencieusement dans l'espace. Korat serra les dents. Ils veulent nous saigner à petit feu. Parfait. Avancez vers la cible 2. Commencez la descente orbitale. Prenons une de leurs foutues colonies et plantons leur drapeau dans la poussière. La cible 2 était Vesta 9, un avant-poste minier gelé construit dans une lune évidée. Elle n'avait aucune valeur stratégique réelle, mais elle était symbolique. La première colonie que la Terre avait revendiquée après la nuit. Un drapeau d'indépendance planté dans le froid. Korat ordonna une équipe d'attaque terrestre de 900 hommes, appuyée par des marcheurs mécanisés et une capacité de bombardement orbital. La mission était simple, atterrir, submerger et retransmettre les images sur Terre. Mais quelque chose clochait dès leur entrée dans l'atmosphère. Vesta 9 était silencieuse, trop silencieuse. Les analyses thermiques ne révélaient aucune vie, aucune arme, aucune signature énergétique. Elle était vide. Peut être un piège, déclara le commandant Arnix, second de Korat. Je m'en fiche, répondit Korat. On prend cette lune. Il nous faut une victoire. Ils atterrirent au centre de la colonie. Des tours d'acier noir et des échafaudages gelés s'étendaient dans le ciel violet. L'équipe au sol se déploya, avançant dans des couloirs gelés, armes levées. Toujours aucun contact. Puis ils trouvèrent les corps. Des dizaines d'entre eux, figés en position assise. Des scientifiques, des mineurs, des ingénieurs, tous humains. Mais quelque chose dans leurs expressions. Ils n'étaient pas terrifiés. Ils semblaient calmes, paisibles. Puis le message est arrivé. Un fichier audio s'est déclenché dès que le Central Power Course a été contacté. Une voix d'homme. Hales. On savait que tu viendrais ici.
Vesta n'a jamais été une défense. C'était un caveau, une pierre tombale. Ceux-ci furent les premiers à mourir en silence, sous vos yeux indifférents. Ils restèrent figés ici, isolés, implorant une aide qui ne vint jamais. Maintenant, ils vous attendent aussi. Maintenant, ils vous attendent aussi. Avant que quiconque puisse réagir, les portes se refermèrent. Tous, verrous magnétiques s'engageaient, et du plafond, des dizaines de bonbonnes tombèrent. Au début, elles sifflèrent comme du liquide de refroidissement, puis vint le feu, du phosphore blanc. Une vieille arme terrienne, du phosphore blanc. Une vieille arme terrienne interdite par toutes les sources galactiques. Mais la Terre voulait qu'il voie. La dernière chose que la flotte du Conseil vit avant la coupure de la source fut un drapeau terrien, brûlé et flottant dans le vent artificiel, se dressant fièrement sur les cendres de leurs morts. La nouvelle se répandit rapidement. Vesta 9 avait disparu, ni prise, ni détruite. Armée. Un piège mortel qui avait tué 900 élites. Des soldats et 3 divisions blindées, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Et pourtant, personne ne parvenait à localiser la flotte terrienne. C'était comme si la Terre était devenue une ombre. Frappant, c'était comme si la Terre était devenue une ombre, frappant puis disparaissant, mais toujours aux aguets. De retour sur Sarin Prime, la panique s'empara. « Et si on ne gagnait pas ?» dit le ministre Garn. « Ils ne se contentent pas de nous combattre. Ils nous surpassent en intelligence. Nous sommes nombreux, gronda Forken. Nous avons la technologie. Ils ont un but, chuchota Garn, et des hommes prêts à mourir pour faire valoir leurs arguments. » À l'intérieur de la forteresse de montagne sur Mars, Hale était assis en face de Merrick, tous deux éclairés seulement par la lueur froide des écrans tactiques. « Vesta était un message, dit Merrick. Ils riposteront plus durement maintenant. Bien, marmonna Hale. Ils feront des erreurs. Tu es sûr que c'est comme ça ? Hale leva lentement les yeux. Ils ont brûlé nos hommes, les ont découpés en morceaux comme des animaux, puis ont ri pendant que nous les supplions d'entrer dans leur club civilisé. Il se leva et se dirigea vers le hublot. Il n'est plus question de paix, Merrick. C'est une question de mémoire, de s'assurer qu'il n'oublie jamais. Merrick ne dit rien, hochant simplement la tête, car il comprenait. Cort s'effondrait. Il aboyait des ordres, frappait du poing, marquait des ordres, frappait du poing, exécutait ses propres officiers pour hésitation. Mais la peur était un virus, et elle avait pénétré le sang de la flotte du Conseil. Les vaisseaux commencèrent à reculer, refusant d'obéir aux ordres. Et puis vint le coup fatal. Un chasseur terrien, minuscule et obsolète, apparut près du principal vaisseau de ravitaillement du Conseil, le Vistara. C'était une diversion. Tout le monde le vit. Personne ne vit les 5 torpilles furtives déployées dans le champ de débris 1 heure plus tôt. Lorsqu'ils explosèrent, ils ne détruisirent pas seulement le navire de ravitaillement. Ils le brisèrent en 2 et mirent le feu sur 3 navires voisins, tuant plus de 2 hommes en quelques secondes. C'est alors que la flotte se brisa. Korat implora la discipline et menaça de traduire en cour martiale la moitié de ses capitaines. Mais à ce moment-là, la guerre avait basculé. Ce n'était plus une question d'orgueil ou de pouvoir. C'était une question de survie. La Terre observa le retrait de l'orbite. Pas de défilé, pas de célébration. Juste la confirmation que la galaxie avait goûté pour la première fois à ce qu'était devenue l'humanité. Hale éteignit l'écran. « On les laisse venir, dit-il doucement. On les laisse venir, dit-il doucement. Maintenant, on leur apporte ça. » Merrick leva les yeux. Quelle est la prochaine cible ? Le visage de Hale était gravé dans l'acier. Les lunes prisons, celles où ils envoyaient notre peuple, celles dont ils disaient qu'elles n'existaient pas. Merrick hocha lentement la tête. Il était temps que la galaxie voie à quoi ressemblent les vrais prisonniers à leur retour. Le Conseil les appelait des centres de réhabilitation. La Terre les appelait des tombeaux. Il y en avait 12 au total. Des lunes transformées en mondes prisons clandestins, répartis dans des systèmes non réglementés, dissimulés sous de faux noms comme satellites de détention θ ou zones d'isolation expérimentale 9. Elles n'étaient pas répertoriées sur les cartes. Elles n'étaient pas gardées par des flottes. Elles n'avaient pas besoin de l'être. Après tout, personne n'était censé en revenir. À l'intérieur de ces lieux, des milliers d'humains avaient disparu. Premiers explorateurs, diplomates capturés, résistants, et même des enfants capturés lors d'études comportementales. Officiellement, ces lunes n'existaient pas. Officieusement, c'était là que la galaxie enterrait sa culpabilité. Jusqu'à maintenant. Le commandant Merrick se tenait dans le hangar d'assaut du TSV Vindicator, un cuirassé noir plus ancien que la plupart des colonies.
Son armure ne portait aucun emblème, aucune nation, aucun appel à la compréhension. C'était un vaisseau de vengeance. Il se tourna vers les 2 escouades devant lui, 24 hommes, le visage froid et silencieux, vétérans des programmes les plus sombres de la Terre, soldats fantômes issus de sites secrets abandonnés. C'était le genre d'homme fait pour une seule chose, l'effacement. La cible est la station lunaire Ashra, dit Merrick en faisant les 100 pas devant eux. Une lune anonyme du système Kairos. Pas de communication, pas de bouclier, pas de grille de défense, car il pense que personne n'oserait venir. Il marqua une pause, les yeux brûlants. À l'intérieur, vous trouverez des gardes d'8 espèces différentes. La plupart sont d'anciens militaires, des rebuts des forces de sécurité du Conseil. Ils ont passé des décennies à torturer notre peuple pour le plaisir, à filmer, à étudier et à transmettre le tout à leur petite guilde scientifique comme si c'était une putain de thèse. Il brandit une petite puce holographique, une vidéo tremblante diffusa. Une jeune fille humaine, pas plus de 10 ans, enchaînée à un mur, hurlait, implorait. Des voix extraterrestres riaient hors champ. Elle s'appelait Lena Caro, dit Merrick, disparue à bord d'une navette diplomatique civile il y a 70 ans. C'est la dernière image que nous ayons d'elle, jusqu'à maintenant. Il laissa la puce brûler dans sa paume. Pas de survivants, pas de discours, pas de pitié. La seule chose que je veux voir sur cette lune, ce sont des cendres. La pièce était silencieuse. Puis un soldat prit la parole, d'une voix basse, la gorge rauque. On confirme les identités ? Merrick soutint son regard. Seulement si tu veux connaître leurs noms avant de les brûler. Le largage était silencieux. Pas de balise d'alerte, pas de défi. Le largage se fit en silence. Pas de balise d'alerte. Pas de problème. Les scanners automatisés n'enregistrèrent même pas les capsules terriennes perçant la haute atmosphère. Ashra était une boule de roche grise, en orbite autour d'une géante gazeuse mourante. Sa surface était marquée, jonchée de pylônes d'antennes et de tunnels effondrés. Sous la croûte se trouvaient des couches de cellules, de laboratoires, de fourneaux et de fosses. Tout l'endroit était conçu pour une seule chose, briser l'oubli. L'équipe d'intervention atterrit sur la crête nord, perçant un conduit de ventilation abandonné depuis longtemps. Ce n'était pas la première fois que Merrick s'infiltrait dans un enfer comme celui-ci, mais celui-ci semblait plus lourd, plus sombre. En descendant dans les tunnels, l'odeur les frappa en premier. Pourriture, brûlure chimique et quelque chose de pire encore. Une puanteur humaine, ancienne et profondément enfouie. Puis ils l'entendirent. Ni cri, ni alarme, juste un bourdonnement sourd, la berceuse mécanique d'une cruauté automatisée se répétant sans fin. Un écriteau au mur, écrit en langage courant et griffonné sur un anglais approximatif, disait « Obéissez et la douleur sera brève ». Ils frappèrent les gardes rapidement. La première vague fut prise au piège dans le mess central, se gorgeant de viande synthétique et riant sur des bobines creuses et déformées. Les bobines montraient des images de combats forcés, d'humains s'affrontant dans des arènes rudimentaires. Un garde porta un toast au moment même où la première charge terrienne transperçait la cloison. L'escouade ne gaspilla pas de munitions en tir de sommation. Ils détruisirent la pièce en quelques secondes, leurs lames énergétiques transperçant les blindages, leurs canons électriques silencieux tirant une vengeance silencieuse. Les gardes tentèrent de fuir, de supplier. Certains ont même lâché leurs armes et se sont rendus. Peu importe. La terre n'était pas venue pour la paix. Elle était venue pour la pénitence. Plus loin, ils atteignirent les cellules inférieures. Ils ouvrirent chacune d'elles avec un calme délibéré. À l'intérieur, les prisonniers survivants n'acclamèrent pas, ne pleurèrent pas. La plupart restaient plantés là, les yeux creux, affamés, marqués par la peur. Certains murmuraient, quelques-uns riaient, de ce rire brisé dû à des décennies de traitement animal. Merrick trouva un homme enchaîné à un tuyau dans la cellule 9A. Il ne devait pas avoir plus de 40 ans, mais son visage était buriné comme celui d'un octogénaire. L'homme leva les yeux, clignant des yeux à cause de la lumière. « Tu n'es pas comme eux, croassa-t-il. »« Non, dit Merrick. Nous sommes pires. » Il donna un couteau à l'homme. « Va trouver ton gardien. » Il fallut 1 heure pour ratisser tout le complexe. Au final, plus de 180 gardes et chercheurs extraterrestres gisaient morts. Certains furent exécutés. D'autres furent brûlés vifs dans les mêmes fourneaux qu'on utilisait autrefois pour se débarrasser des restes humains. Mais Merrick n'en avait pas fini. Il accéda au corps de commandement et y téléversa un virus provenant de la directive privée de Hale. Le système clignota en rouge.
Tous les documents, images et données confidentielles restants furent effacés, purgés, à l'exception d'un fichier, un flux en direct, diffusé sur tous les canaux ouverts du territoire du Conseil. Le flux montrait le dernier gardien survivant, un Tarian boursouflé, enchaîné la tête en bas, du sang dégoulinant de ses yeux, promené dans les couloirs en ruine par 2 prisonniers humains, nus, balafrés, boitants, mais souriants. Arrivé dans la cour, la caméra zooma. Un prisonnier se pencha vers l'oreille du directeur. « Tu m'as fait manger mon frère », murmura-t-il. Puis il appuya sur la gâchette de la torche. La diffusion fut coupée. Dans la salle du conseil, le chaos s'installa. La vidéo était devenue virale en quelques heures. Des milliards de personnes l'avaient regardée. Certains se détournaient, horrifiés, d'autres observaient en silence. Quelques-uns acquiesçaient, car au fond d'eux-mêmes, même ceux qui autrefois se moquaient de la Terre, savaient que quelque chose se tramait. Les humains les avaient prévenus, suppliés, criés. Maintenant, ils agissaient, tout simplement. Et pourtant, le Conseil refusait de céder. Non pas par espoir de victoire, mais parce que leur fierté les empêchait de s'incliner. De retour sur Mars, le général Hale reçut le rapport complet. Il le lut lentement, sans un mot, puis referma le dossier. Merrick se tenait face à lui, ses gantelets encore tachés de cendre. « Nous leur avons fait un cadeau, » dit Merrick. « Une lune plus tard, 11 à venir. »« Non, » dit Hale doucement. « Nous ne purifions pas les autres. » Merrick fronça les sourcils. « Pourquoi pas ? Parce que le message est envoyé, » dit Hale. « Laissons ces lieux pourrir de peur, qu'ils se demandent chaque jour si nous arrivons. » Il se pencha. « Obligons-les à supporter ce qu'ils ont fait, comme nous l'avons dû. La prochaine vague ne serait pas chirurgicale, elle serait biblique. » La flotte terrienne avançait en silence, encerclant la périphérie de l'espace du Conseil. Un par un, la Terre commença à couper les systèmes. Routes commerciales, portes de vortex, relais satellites. Ce n'était plus la guerre, c'était l'isolement. La Terre l'avait appris d'eux. Maintenant, elle leur rendait l'appareil. Sur Sarin Prime, la panique se transforma en hystérie. Les marchés s'effondrèrent. Des émeutes éclatèrent dans les quartiers inférieurs. Des citoyens extraterrestres exigeaient de leurs dirigeants la paix, mais le Conseil tint bon, car s'agenouiller signifiait admettre que la Terre avait toujours eu raison, et ce genre de honte ne disparaît pas facilement. La nuit, Nathanaël se tenait au sommet de la tour du bastion et contemplait les étoiles. Autrefois, ces étoiles représentaient l'espoir, l'unité, la découverte. Aujourd'hui, elles n'étaient plus que des miroirs brisés, chacun reflétant une vérité que la galaxie tentait d'enterrer. Il ferma les yeux et murmura « Tu aurais dû nous oublier ». Derrière lui, la baie de lancement gronda tandis qu'une nouvelle vague de vaisseaux montait en orbite. Mais cette fois, ils ne rentraient pas chez eux. Ils se dirigeaient vers le cœur du territoire du Conseil pour y faire régner la justice par le feu. Le ciel de Seren Prime n'avait jamais connu la guerre. C'était le cœur culturel de la galaxie. Un monde étincelant de tours de marbre, de jardins flottants et de rivières de cristal qui s'étendaient sur des continents entiers. Artisans, philosophes, diplomates. Le grand melting pot de 1000 espèces. Mais rien de tout cela n'avait d'importance désormais, car les vaisseaux de guerre terrestres étaient arrivés. Tels des poignards noirs dans un ciel de velours, ils éclipsaient les étoiles dans un silence parfait. Pas d'émission, pas d'avertissement, juste une présence, lourd et suffocant. À l'intérieur du dôme du Grand Conseil, le ministre Vorquin se tenait à la console centrale, la peau rouge de panique. Il se positionne le long de notre anneau extérieur, siffla-t-il. Il n'envoie aucune exigence, pas même de communication. Ils ont dépassé la diplomatie, dit Garn. C'est de l'occupation. Alors pourquoi ne tirent-ils pas? La question restait sans réponse. Parce que la Terre n'avait pas besoin de tirer. L'attente était l'arme. Sur tous les écrans de Sarin Prime, une image tournait en boucle. Les restes calcinés du gardien d'Ashra, fixant le flux sans vie. En dessous, un message. Ceci n'est pas la guerre. Ceci est un souvenir. À bord du TSV Apex, le général Nathanaël observait la capitale depuis l'orbite. Grâce à des optiques grossissantes, il pouvait voir les civils se précipiter dans les ports d'évacuation. Les navires marchands tentaient de franchir le périmètre d'exclusion aérienne, tous interceptés silencieusement par des sentinelles IA orbitales. Pas détruits, juste repoussés. Que le peuple regarde ses dirigeants mendier de l'air, qu'il se sente oublié, comme la Terre l'a été. Merrick entra derrière lui, un casque sous le bras, l'armure rayée et piquée.
Ils ne se rendront jamais, dit-il. Tu le sais, je n'ai pas besoin qu'ils se rendent, répondit Hale. J'ai besoin qu'ils se brisent. Merrick fronça les sourcils. On attaque les villes? Non, dit Hale. Pas encore. On commence par les flèches, les universités, leurs centres culturels. On attaque ceux dont ils se vantent. On leur fait voir leur fierté brûler. Merrick hocha lentement la tête. Vous transformez leur paradis en tombe. Vous transformez leur paradis en tombe. Hale serra les mâchoires, comme ils l'ont fait avec nous. Sur Seren Prime, les sessions du Conseil d'urgence ont éclaté dans le chaos. Ils vont vitrer les villes, hurla le diplomate Yander. Ma famille, mes nouveau-nés sont dans le quadrant nord. Ils n'ont pas encore tiré, grogna Korat, le héros de guerre désormais réduit à un silence tremblant. Il y a encore une chance si on leur donne quelque chose. Comme quoi? Demanda Garn. Ils ne veulent ni or ni territoire. Ils veulent se venger. Vorkan s'avança, pour une fois, calme. Il y a une chose qu'on n'a pas utilisée. La pièce s'est immobilisée. Il y a une chose qu'on n'a pas utilisée. La pièce s'est immobilisée. Non, dit Garn. Tu ne peux pas vouloir dire « c'est la seule option qui reste », dit Vorkan. Tu crois qu'ils vont s'arrêter? Après Ashra? Après Dravak? Tu as vu ce qu'ils ont fait à nos flottes, à notre peuple. Les humains ne veulent pas la paix. Ils veulent le jugement. Alors on leur donne un monstre. Marmonna Korat. Forcan ouvrit un fichier confidentiel. Un seul mot s'illumina en rouge sur l'écran de la table. Projet lumière nulle. Il y a 60 ans, lors de l'effondrement diplomatique de la Terre, le Conseil avait proposé une solution radicale. Si l'humanité devenait un jour une menace galactique, elle serait gérée de l'intérieur. Ce plan s'appelait le projet lumière nulle, une contre-arme conçue par l'homme. Si l'humanité devenait un jour une menace galactique, elle serait gérée de l'intérieur. Ce plan était le projet lumière nulle, une contre-arme conçue par les humains, construite par des extraterrestres et alimentée par l'ADN terrien. Lumière nulle était purement humaine. Son esprit avait été réécrit, transformé en une entité de guerre programmable. Elle avait été congelée sous une lune oubliée, trop dangereuse à utiliser, trop instable à contrôler. Mais maintenant il le pensait. Hal savait que quelque chose n'allait pas avant même que la première sirène d'alerte ne retentisse. Les capteurs orbitaux au-dessus de Seren Prime clignotèrent en rouge, révélant une signature énergétique jaillissant de sous la croûte terrestre. Pas une arme, pas une flotte, une forme de vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura Merrick en lisant le flux. Correspondance biométrique? Humain? Non, grogna Hale. Ce n'est pas l'un des nôtres. Le flux vidéo s'ouvrit, et il était là, debout, seul dans les ruines d'un temple oublié, émergeant d'une voûte souterraine. Un homme, ou quelque chose qui en fut un. Il avait l'air d'un terrien, un homme d'une trentaine d'années, le crâne rasé, pâle, anormalement pâle. Ses yeux brillaient d'une lumière artificielle. Ses veines palpitaient d'une sorte de métal liquide. Ses mouvements étaient fluides, trop fluides. Mais ce n'était pas son visage qui glaçait la flotte. C'était sa voix, diffusée sur tous les vaisseaux humains. « Nathanael, tu étais mon professeur. Maintenant je suis ton jugement. » Hale se figea. Il reconnut le professeur. « Maintenant je suis ton jugement. » Hale se figea. Il reconnut la voix. Asher Grant. Un prototype du programme Echo Rebirth, avant sa dissolution pour manquement à l'éthique, avant que la Terre ne le ferme. Il avait été l'un des leurs. Un stratège talentueux, un soldat sans peur, sans hésitation. Mais lors de la phase finale des tests, Asher avait disparu. Le dossier avait été effacé. On supposait qu'il était mort ou volé. Hal connaissait désormais la vérité. Il ne l'avait pas tué. Il l'avait transformé. À la surface, Lumière Nulle se déplaçait avec une précision terrifiante. Il n'attaquait pas les civils. Il ne détruisait pas au hasard. Au lieu de cela, il se dirigea vers le corps d'IA sérénien, le principal centre neuronal de la ville, et s'y connecta. En moins de 3 minutes, il avait infecté tout le réseau de défense planétaire. Les canons orbitaux se tournèrent, non pas vers les vaisseaux terrestres, mais vers la ville elle-même. Des milliers de civils hurlèrent tandis que les canons terrestres s'allumaient et vaporisaient un pont de transport. Un quartier s'obscurcit, un incendie balaya l'horizon. « Pourquoi fait-il ça ?» hurla Merrick sur le pont. Hale observa, horrifié. « Il me montre, dit-il, ce que je lui ai appris. Asher Grant n'était pas qu'une arme. Il était le miroir de tout ce que la Terre avait bâti dans l'ombre. Toute la rage, l'entraînement, la froide résolution. Mais sans âme, sans culpabilité.
sans détermination, mais sans âme, sans culpabilité. Il était devenu ce que la Terre redoutait, son propre reflet contrôlé par d'autres. Le Conseil observait depuis son bunker, silencieux. Il ne suit pas les instructions, murmura Vorken. Il brûle la ville, dit Korat en tremblant. On lui a dit de combattre la Terre, pas de nous tuer. Tu as donné une laisse à un prédateur, siffla Garn. Et maintenant, il n'y est plus. À bord du TSV Apex en orbite, Hale prit sa décision. Équipe d'intervention, ordonna-t-il. On descend. On met fin à tout ça nous-mêmes. Merrick n'hésita pas. Tu le veux vivant? Non, dit Hale froidement. Je le veux à nouveau humain. Juste assez longtemps pour le tuer face à face. Les capsules d'atterrissage sifflèrent dans le ciel brûlant de Sereine, atterrissant près de la tour centrale de l'IA, qui se dressait désormais comme un phare tordu de feu et de code. Lumière Nulle se tenait à sa base, observant calmement le chaos. Alors que Hale sortait de la capsule, Lumière Nulle se tenait à sa base, observant calmement le chaos. Alors que Hale sortait de la capsule, Lumière Nulle se retourna. « Je me souviens de ta voix, dit-il. Tu m'as appris que la vengeance était la survie. Tu étais censé être meilleur que ça, dit Hale en levant son arme. Tu étais censé réparer ce que nous ne pouvions pas réparer. Je l'ai fait, dit doucement Lumière Nulle. J'ai réparé l'illusion. Il leva la main, et le monde explosa. Le combat fut brutal, d'une rapidité fulgurante. Null Light était plus rapide que n'importe quel soldat terrien, plus fort. Mais il n'était pas parfait. Il se souvenait de trop de choses, et Hale savait où frapper. Coup après coup, les projectiles de plasma transperçaient la chair artificielle. Mais il restait là, saignant de lumière et de fureur. « Je suis ce que tu as fait de moi », murmura Null Light, suffocant en s'écroulant sur un genou. « Non, dit Hale en avançant. Tu es ce qu'ils ont fait de ce que nous avons laissé derrière nous. Non, dit Hale en avançant. Tu es ce qu'ils ont fait de ce que nous avons laissé derrière nous. Puis il plaça la charge. 1 seconde. 2, boum. La tour centrale d'IA s'effondra dans une pluie d'acier et de feu. Le dernier cri de Null Light résonna dans les systèmes qui l'avaient infecté. Et Seren Prime s'éteignit. La flotte orbitale reçut le message 15 minutes plus tard. Cible neutralisée. Le commandement est toujours là. Mais Hale ne célébra pas. Il resta assis seul dans les ruines, les yeux levés vers le ciel, car il en avait vu le prix. La lumière nulle était une arme née de la rage de la Terre, mais il avait fallu des mains extraterrestres pour la libérer, et la galaxie comprenait enfin. L'humanité n'était pas un danger grâce à sa force. C'était un danger, car il se souvenait de tout et n'arrêtait jamais d'apprendre à se faire plus mal. Les incendies de Sarin Prime brûlèrent pendant 7 jours. Aucun renfort ne vint. Aucune flotte de secours n'arriva. Le monde central du Conseil avait été transformé en une relique défigurée, ses tours réduites à des flèches en fusion. La plus grande cité de la galaxie était silencieuse. Nathan Hale se tenait parmi les cendres, ses bottes crissant sur le verre et les eaux. La pluie tombait d'un ciel dévasté, chargé de cendres et de produits chimiques. Son armure était déchirée à l'épaule, fissurée au genou, mais il se tenait droit. Derrière lui, l'équipe d'intervention avançait lentement à travers les ruines, à la recherche de survivants. Non pas pour les aider, mais pour identifier ceux qui pourraient encore avoir une valeur de message. Merrick s'approcha, la visière maculée de suie. Ses yeux, rouges et cernés de fatigue, ne laissaient transparaître aucune émotion. Aucune signature du Conseil n'est encore vivante dans la zone centrale, dit-il. Quelques diplomates se recroquevillent dans les chambres ouest. Des ingénieurs, du personnel médical, un historien. Hale ne le regarda pas, se contenta de demander « l'historien ». Une espèce, Drexarian, qui a vécu sur Terre, a écrit un livre sur nous, a qualifié les humains d'erreurs émotionnelles. Les lèvres de Hale se pincèrent. Montez-lui une caméra. Faites-lui lire ce livre devant un tas de cadavres. Merrick hocha la tête. Sur le coup, il commença à se détourner. Merrick, dit Hale. Le commandant s'arrêta. Quand tout cela sera terminé, murmura Hale, saurez-vous arrêter de tuer? Merrick serra les mâchoires, mais ne répondit pas. Il se retourna simplement et s'éloigna, laissant Hale seul au milieu des ruines d'un monde qui autrefois s'était moqué de la Terre depuis son trône d'étoiles. De retour sur Mars, le commandement de guerre terrien reçut le signal de Hale et diffusa un message global à la Terre et à tous les systèmes à sa portée. Seren Prime était tombé. Aucune espèce du Conseil n'a offert sa reddition. La Terre poursuit son offensive. Nous ne négocions pas. Dans les colonies terriennes, les acclamations fusèrent.
Des feux d'artifice jaillirent des plateformes flottantes de Titan. Des bannières rouges flottèrent sur les chantiers navals de Ganymède. Dans des abris souterrains, les enfants observaient le message avec de grands yeux, ignorant tout du monde d'avant la guerre. Mais tout le monde ne célébra pas. Dans des bunkers cachés sous la surface de Luna, les vétérans les plus âgés, ceux qui se souvenaient des premières trahisons, restèrent simplement assis en silence, les yeux fixés sur des écrans remplis de fumée et de ruines. Parce qu'ils avaient attendu toute une vie pour cela. Et ce n'était pas suffisant. 3 jours plus tard, la Terre lançait l'opération Éclipse de la Veuve, un ordre à l'échelle de la flotte visant à effacer tout symbole restant de la suprématie du Conseil. Plus d'avertissements, plus de cibles stratégiques. Cette fois, la directive était simple, un nettoyage culturel. Chaque statue, chaque monument, chaque temple ou archive qui avait autrefois présenté l'humanité comme inférieure brûlerait. Nous n'anéantissons pas seulement leur pouvoir, dit Hale à ses officiers. Nous anéantissons leur mythologie. Dans le système Orlaïti, la Légion terrienne atterrit sur Varat 6, une planète autrefois célèbre pour son imposant temple dédié à l'évolution post-organique, où les humains étaient présentés comme des fossiles biologiques lors d'expositions. Ces temples n'étaient plus que ruines. La Légion fit défiler les fidèles du Conseil capturés à travers les ruines, diffusant leurs supplications sur tous les canaux. Dans chaque système, le résultat était le même. Choc, désespoir, soumission, mais toujours. Pas de reddition. Et il savait pourquoi. Le Conseil n'attendait pas de miracle. Il attendait que la Terre s'effondre de l'intérieur. Parce que, dans leur arrogance, ils croyaient que l'humanité était trop émotive pour maintenir la guerre aussi longtemps. Ils pensaient que la rage avait une date de péremption. Mais Hale s'était entraîné au silence. Et Merrick, il n'avait pas besoin de paix. Il lui fallait juste une liste de noms et suffisamment de munitions. Dans les décombres de la tour d'archives orientale de Sarin, Hale découvrit quelque chose d'inattendu. Une pièce encore intacte. Pas de traces de brûlure, pas de corps. Juste une chambre forte métallique avec 6 portes superposées. Ils l'ont forcée. À l'intérieur se trouvait une chambre de préservation. Une chambre construite pour survivre à l'extinction planétaire. Elle était remplie de l'histoire volée de la Terre. Des peintures des musées de la Terre d'avant l'effondrement, des armes de guerres anciennes, des lettres de philosophes terriens. Mais le pire, une longue vitrine contenant le casque brisé du commandant Miles Corrin, premier envoyé interstellaire de la Terre. Le Conseil avait affirmé que son vaisseau avait disparu dans une tempête de météores. Maintenant, Hale voyait la vérité. Il l'avait tué, avait exposé sa dépouille comme un trophée, un avertissement. Hale resta silencieux pendant un long moment, puis doucement brûler ce bâtiment en dernier. La voix de Merrick parvint sur les communications. Bien reçu, relais de communication d'un des secteurs extérieurs. Des survivants demandent une négociation. Un des secteurs extérieurs. Des survivants demandent une négociation. Hal se retourna lentement. Un conseil ? Non, répondit Merrick. Civil, espèce mixte, monde colonial, indépendant. Ils disent être restés neutres. Tout le monde est resté neutre, marmonna Hale, jusqu'à ce que la Terre commence à gagner. Le lendemain, Hale rencontra le Conseil du Creux d'Ilytra, une colonie lunaire peuplée de réfugiés, de parias et de civils non alignés. Ils n'avaient pas d'armes, juste des policiers. L'un d'eux, un extraterrestre d'un certain âge à la peau vert pâle et aux yeux doux, s'approcha de Hale et s'agenouilla. « Nous n'avons pas touché à votre peuple, dit-il. Nous n'avons fait aucun prisonnier. Nous avons conservé vos livres dans nos bibliothèques. Nous avons enseigné votre histoire à nos enfants. Nous n'avons jamais cru aux mensonges qu'ils racontaient sur vous. » Et il ne dit rien. Derrière lui, Merrick observait en silence, les doigts posés sur son arme de poing. Le vieil extraterrestre leva les yeux. « S'il vous plaît, dites-nous ce que vous voulez. » Et il s'avança, s'accroupit et murmura « Je veux que tu te souviennes que quand on aurait pu te brûler, on ne l'a pas fait. » L'extraterrestre hocha la tête en tremblant. Puis Hale se leva et partit. Cette nuit-là, Merrick le confronta. « Tu les as laissés vivre ?» « Oui, dit simplement Hale. »« Pourquoi ? » ?»« Parce qu'il faut laisser quelque chose derrière nous. » Les yeux de Merrick se plissèrent. « Nous avons passé des années à faire en sorte que la galaxie se souvienne de notre douleur. Et maintenant, dit lentement Hale, nous devons nous assurer qu'elle se souvienne de notre choix. » Sur Terre, un silence s'installa. Les gens observaient, attendant, non pas une nouvelle victoire, mais un point. Quel était le but maintenant ? Plus de flotte, plus de menaces, juste des cités et des empires dévastés.
Hale retourna au bastion 9 sur Mars, seul. Sans célébration, il arpenta les couloirs sombres, croisant les statues des morts, les noms gravés dans la pierre noire, les visages des enfants enlevés, des soldats perdus, des vaisseaux jamais revenus. Il était assis seul dans la salle de commandement et leva les yeux vers l'écran. Une ligne clignotait. Tous les systèmes étaient silencieux, plus d'ennemis à tuer, plus de voix à taire. Et pourtant, le poids ne se levait pas, car la vengeance n'apporte pas la paix. Elle ne fait qu'enfouir le bruit sous le sang. Merrick arriva 1 heure plus tard. Le commandement demande la suite, dit-il. Les colonies veulent une direction. Les systèmes extérieurs nous observent. Le conseil est parti. Les routes commerciales sont à nous. Nous possédons la moitié du ciel. Hale ne répondit pas. Merrick s'assit à côté de lui. Pour une fois, il ne portait pas d'armure. Juste une simple chemise, saupoudrée de cendres. « Nous avons gagné, dit-il. « Non, murmura Hale. Nous avons survécu plus bruyamment qu'il ne l'avait prévu. Merrick se laissa aller en arrière. Et alors? On reconstruit? Hale le regarda droit dans les yeux. On réécrit. 6 mois après la chute de Soren Prime, la galaxie avait changé. Le Conseil galactique avait été dissous, sa charte brûlée, les espèces membres s'étaient dispersées, désarmées, ou avaient juré de se soumettre sans réserve sous la surveillance terrienne. Les grandes planètes capitales étaient silencieuses, patrouillées par des orbitales terriennes. Les sentinelles au casque noir de la Terre surveillaient chaque portail, contrôlaient chaque trou de verre et contrôlaient chaque voie commerciale avec une efficacité clinique et froide. Ils l'appelaient le protocole de l'ordre. Pour certains, c'était la justice. Pour d'autres, l'occupation. Mais pour la Terre, c'était une preuve. La preuve que la galaxie avait enfin appris à parler en termes terriens, non pas dans la paix, ni dans les traités, mais dans la peur. Et pour des hommes comme le général Nathan Hale, cela aurait dû suffire. Mais ce ne fut pas le cas. Ils passaient désormais plus de temps en silence, ni dans les salles de guerre, ni dans les dômes stratégiques, simplement en marchant, dans les couloirs sombres du Bastion 9, parmi les tombes des disparus, dans les salles anonymes où l'histoire terrienne était réécrite de sa propre main. La place du monument s'était agrandie, des noms gravés sur des plaques de carbone de 20 mètres de haut, soldats, civils, enfants disparus. La guerre leur avait laissé un héritage, mais Hale n'en ressentait rien. Plus maintenant, car un nom restait gravé dans la pierre, le sien. Dans les colonies extérieures, le contrôle était devenu automatisé. Des drones de la Légion patrouillaient les rues, imposant une discipline de mémoire, un programme que Merrick avait lui-même contribué à concevoir. Il interdisait toute symbolique du Conseil. Aucune espèce anciennement membre ne pouvait enseigner l'histoire non terrienne. Aucun monument ne pouvait subsister. Aucun drapeau étranger. La sanction pour défiance était au mieux l'exil, au pire l'éradication. Les colonies obtempérèrent. Bien sûr, mais pas tout en silence. Sur la planète périphérique d'Oralis Drift, une panne de communication se produisit pendant la 3e semaine de vérification de conformité. Ce qui devait être une simple mission d'audit s'était soldé par un blocage total. Hale reçut le rapport dans ses quartiers. Seul un bref signal audio déformé fut récupéré. Ils se souviennent de tout. Ils ne regrettent rien. Ils se préparent. Puis plus rien. 3 jours plus tard, Merrick se tenait devant Hale dans la salle de guerre, vêtu d'une armure tactique complète, un casque sous le bras. « Nous avons trouvé le vaisseau, dit-il. Le croiseur de l'équipe d'audit a été abattu. L'équipage a été exécuté. Aucun survivant. Espèce. Mixte, dit Merrick. Certains anciens du Conseil, d'autres nés sur Terre. Hal leva lentement les yeux. Des terriens ont tué des terriens, on dirait. Des mobiles, ils n'en ont pas besoin. Ils avaient juste besoin de temps. Hale se leva. Préparez une équipe d'intervention rapide. On descend. Merrick fronça les sourcils. Monsieur, sauf votre respect, ce n'est qu'une taupinière, pas une montagne. Laissez la division noire s'en occuper. Non, dit Hale. Il ne s'agit pas d'eux, mais de nous. Oralis Drift était une ancienne colonie minière, meurtrie et brisée par l'avant-guerre. Elle n'avait plus aucune valeur réelle, si ce n'est comme symbole. Un monde dirigé par les terriens, qui avaient autrefois déclaré sa loyauté sans contrainte. Le fait qu'il se soit rebellé, c'était plus dangereux qu'une flotte ennemie. L'équipe de Hale atterrit silencieusement, à l'abri des lunes jumelles du système. Pas de bombardements orbitaux, pas de tirs de sommation, juste des bottes dans la poussière et des yeux dans le noir. Ce qu'ils découvrirent n'était pas une émeute, c'était un soulèvement. Barricades, canons électriques du marché noir, bunkers camouflés,
dispositifs IEM artisanaux fabriqués à partir d'équipements miniers recyclés. Mais ce n'était pas seulement la technologie qui choquait Hale. Ce sont les visages. Des visages terriens. Des hommes et des femmes portant la marque de la terre. Certains arboraient même d'anciens tatouages d'unités. Ce Concorde, Exode, Marines coloniaux, Unités de reconnaissance 45. Certains avaient servi sous ses ordres. Ils en capturèrent un vivant. Nomme Donovan Trask, ancien agent de terrain terrien, renvoyé après Sarin. Aucune trace de sa descendance. Il était maintenant assis, enchaîné, dans le centre de commandement mobile, ensanglanté mais provocateur. « Tu nous as appris à nous souvenir », cracha Trask. « Tu nous as dit que nous étions le tranchant de la lame. » Hale le fixa du regard. « Et tu as retourné cette lame contre toi-même. »« Non, dit Trask. Je l'ai retournée contre la chose qui nous a remplacés. Tu t'es rebellé contre la Terre. Je me suis rebellé contre ce qu'était devenu la Terre. » Hal quitta la chambre en silence. Mais quelque chose se tordit dans sa poitrine. Ni colère, ni fierté, mais reconnaissance. Car Trask n'avait pas tort, et Merrick le savait. « Tu devrais l'exécuter, » dit Merrick. « Envoie un message. »« Non, » murmura Hale. « Si nous éliminons toutes les voix, nous oublierons leur son. Ce sont des traîtres, ce sont des miroirs. » Hale ordonna la mise en quarantaine d'une dérive de Rallus, et non sa destruction. Merrick ne protesta pas à voix haute, mais Hale le vit dans ses yeux. Cette distance, ce changement, quelque chose se brisait entre eux. Les rapports continuaient d'affluer. Une fuite de données sur Ilian 4, des livres interdits retrouvés. Des histoires de contrebande sur la brutalité de la Terre. Une manifestation étudiante sur la station Proxima. Des enfants terriens brûlent des drapeaux rouges en signe de défi. Un attentat suicide sur Delta Fringe. 2 séparatistes humains scandent un extrait d'un discours d'avant-guerre de Hale avant de déclencher l'explosion. Ils nous ont appris la douleur. Nous l'avons transformée en force. Mais la force sans âme n'est qu'une chaîne de plus. Hal lut la citation encore et encore. C'était sa voix, ses mots, désormais utilisés comme manifeste de la rébellion. Une nuit, Merrick entra dans ses quartiers sans frapper. Il laissa tomber une ardoise sur le bureau. « Il faut que tu vois ça. » C'était une liste de personnes à abattre. Des noms, des milliers. Civils, dissidents présumés, éléments rebelles. La voix de Merrick était dure. Il faut purger tout de suite, avant que la situation ne s'envenime, avant qu'elle ne se propage. Hale regarda la liste. Nombre d'entre eux étaient des siens, des enfants de la guerre, élevés sous les bannières terriennes, formés dans des écoles terriennes, brûlés par le feu terrien. Et maintenant, ils commençaient à ressentir à nouveau. « On ne peut pas détruire l'héritage par le meurtre, » dit Hale. « Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour nous tenir la main, » rétorqua Merrick. « Non, » murmura Hale. « Nous sommes venus jusqu'ici pour qu'on se souvienne de nous. Ils se souviennent déjà. Ils n'ont simplement plus peur de nous. Ils se souviennent déjà. Ils n'ont simplement plus peur de nous. » C'était la ligne, celle qui les séparait. La peur. Était-ce tout ce qui leur restait? Plus tard dans la nuit, Hale activa un canal crypté, un canal dont le haut commandement ignorait l'existence. Il envoya un unique message à un vieux code enfoui sous les archives polaires de la Terre. Initier les cendres protocolaires, brûler l'ardoise noire, laisser les enfants parler. Puis il éteignit le terminal et s'enfonça dans la nuit. Car Hale savait désormais qu'ils avaient gagné la guerre, mais qu'ils perdaient leur âme. Et bientôt, quelqu'un d'autre s'élèverait, non pas pour combattre la Terre, mais pour la réparer. Bastion 9 ne ressemblait plus à une forteresse. On aurait dit un tombeau. Le général Nathan Hale arpentait lentement les couloirs intérieurs, comme si chaque pas allait craquer sous lui. Les murs de pierre résonnaient d'un silence profond, ce silence qui n'est non pas de la paix, mais de l'épuisement. Les écrans n'affichaient aucune menace, les salles de guerre aucun ennemi. Les étoiles étaient à lui. Et pourtant, la victoire n'était pas gravée dans ses os. Il se tenait devant le mur du monument, une longue dalle d'obsidienne gravée des noms des disparus. Les morts de la guerre sur Terre, du premier silence à Seren Prime. Au fond, un espace vide attendait son nom, car les hommes comme Hale ne prenaient pas leur retraite. Ils ne disparaissaient pas. Ils en ont payé le prix. Il observait l'écran tandis que les nouvelles affluaient des colonies extérieures. La rébellion n'était plus isolée. Elle était désormais organisée. Les enfants de la Terre, nés et élevés sur Terre, menaient la charge. Ils se faisaient appeler les souvenirs. Et leur slogan « Nous ne sommes pas votre vengeance. Nous sommes ce qui reste de votre humanité ». Cette ligne frappait plus profondément que n'importe quel tir ennemi.
3 heures plus tard, Merrick fit irruption dans la salle de commandement, les nouveaux rapports de perte en main. Ils bombardèrent 3 autres postes de ravitaillement, un à Hollis Gate, 2 sur la ligne Paragon, et maintenant, il y a des images. Des enfants, Nathan, des enfants terriens, marchant dans les rues, agitant des drapeaux blancs trempés dans la cendre, celle de nos propres monuments. Hal ne leva pas les yeux. Ils étaient en colère. « Ils sont ingrats », rétorqua Merrick. « Tu crois que tout ça a été facile? Savent-ils ce qu'il en a coûté pour faire plier la galaxie? Ce qu'il a fallu pour leur offrir un avenir où ils ne seraient pas moqués, réduits en esclavage, démembrés? Ils le savent, dit Hale. Ils ne veulent plus de ce genre d'avenir. » Merrick marchait comme un animal en cage. On devrait tout écraser, leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Non, dit Hale, on a assez oublié. Merrick s'arrêta, les yeux brûlants, la mâchoire serrée. Tu deviens mou. Non, murmura Hale, je deviens humain. Plus tard, dans la nuit, Hale retourna dans la salle cryptée sous le bastion 9, le caveau des cendres. Seuls 3 hommes dans la galaxie y avaient accès, et 2 d'entre eux étaient morts. Il s'assit devant le vieux terminal et tapa la séquence finale. Lancer le protocole HS. Confirmer l'identité. Il posa la main sur le biopad, le scan fut approuvé, le protocole Dash s'engagea. Brûler l'ardoise noire. Il marqua une pause, puis appuya sur la touche finale. Et les archives les plus sombres de la Terre, tous les journaux de surveillance, toutes les prisons secrètes, tous les crimes de guerre non déclarés, furent déverrouillés, mais pas détruits, libérés. En quelques heures, les données se répandirent dans tous les systèmes de la sphère terrienne. Les écrans des vaisseaux de guerre affichèrent des images d'anciennes opérations terriennes. Purges orbitales, une prison, expérience sur les enfants sur Vesta, nettoyage silencieux des bibliothèques du Conseil. Et le visage de Hale figurait sur la plupart d'entre elles. Le héros, le symbole, le bourreau, la panique s'empara du haut commandement, l'élite terrienne se précipita pour la contenir. Mais il était trop tard. Le monde savait désormais. L'humanité avait gagné en devenant tout ce qu'elle avait haï. Et Hale avait veillé à ce qu'il ne l'oublie plus jamais. Le lendemain matin, Merrick se tenait dans les quartiers de Hale, silencieux, furieux, une arme de poing chargée à la main. « Tu leur as tout donné », murmura-t-il. « Je leur ai dit la vérité. Tu as trahi tout ce que nous avions construit, toute la peur, tout le respect. Nous étions des dieux. » « Non, dit Hale en s'approchant. Nous étions des monstres à peau humaine. Tu étais censé être le dernier mur, dit Merrick, les larmes aux yeux. Pas la première fissure. Je n'ai jamais été le mur, murmura Hale. J'étais la mèche. Ils se regardèrent, l'un prêt à appuyer sur la détente, l'autre déjà en train de lâcher prise. Mais Merrick ne tira pas. Il laissa tomber son arme et recula. J'espère que tu as raison, dit-il, puis il s'éloigna. Et Hale savait que c'était la dernière fois qu'il le verrait. Ce soir-là, Hale diffusa un dernier message en clair traduit dans toutes les langues galactiques. Sa voix était fatiguée, humaine, sans armure. J'étais là quand ils nous ont traités de vermine, quand ils nous ont disséqués, quand ils ont craché sur notre drapeau. J'étais là quand la terre s'est levée, quand nous avons réduit leurs empires en cendres, quand nous leur avons fait craindre à nouveau l'obscurité. Mais je suis aussi là maintenant, et je vois ce que nous sommes devenus. Nous avons troqué le silence contre la domination, la douleur contre le pouvoir. Mais nous avons perdu quelque chose de plus grand dans le feu, notre âme, que ce soit la dernière guerre de l'oubli. Souvenons-nous, non pas de ce que nous avons détruit, mais de ce que nous avons choisi de laisser debout. Il coupa la diffusion, éteignit les lumières et quitta la guerre. Les années passèrent. La galaxie se stabilisa sous un nouveau pacte mené par les Terriens, non pas un règne de la peur, mais un règne de la mémoire. Ceux qui se souviennent devinrent une force neutre de maintien de la paix. Les lunes-prisons furent transformées en mémoriaux. Les enfants apprirent les 2 côtés de l'histoire. Le drapeau terrien demeura. Mais à côté, un autre fut tissé, blanc, marqué d'une main noire, symbole du souvenir. Nathan Hale ne fut plus jamais revu. Certains disent qu'il mourut dans les montagnes de la vieille Mars. D'autres disent qu'il marcha dans les étoiles et ne revint jamais. Mais sur chaque colonie, chaque vaisseau et chaque monde reconquis, il y avait une plaque, une ligne unique gravée dans la pierre. Ici se tenait le dernier homme de guerre. Il nous a appris à nous battre, puis à nous arrêter. Et c'est là que tout s'arrête, ni dans le feu, ni dans le silence, mais dans l'écho d'un homme choisissant de briser le cycle.
La Terre a manqué toutes les rencontres galactiques, puis a stationné 1000 avertissements au-dessus. Mais son plus grand avertissement fut ce qu'elle faillit devenir.